Alors, un exercice de relativité restreinte au travers donc une application sur les formules générales de Lorentz. Donc, on considère un référentiel R' qui est animé d'un mouvement de translation uniforme par rapport au référentiel grand R du laboratoire à la vitesse U de direction quelconque située dans le plan X au Z. Donc, U est dans le plan X au Z. Donc, les origines O et O' des deux référentiels coïncident à l'origine des temps t égale t' égale 0. On posera gamma, le facteur qui intervient, comme étant 1 moins U. Voilà, il y a une erreur dans l'énoncé, c'est génial. C'est 1 moins U sur C au carré. D'accord, c'est pas 1 moins U au carré sur C au carré moins 1/2. Ça commence bien, mais vous allez voir après, ça va être plus formel. Bon, donc gamma, on le connaît par cœur, hein, c'est notre coefficient, c'est 1 sur la racine de 1 moins bêta au carré, où bêta c'est U sur C. Donc c'est U sur C, et c'est pas 1 moins U au carré divisé par C carré. Il y a une erreur dans l'énoncé, c'est pas grave. Je m'aperçois là. Alors, un événement grand M est repéré dans le référentiel grand R à l'instant T par le vecteur position OM est égal à R. Et dans R' à l'instant T' par le vecteur position O'M' égale R'. Donc on nous demande de déterminer les formules générales de transformation de Lorentz, c'est-à-dire d'exprimer R' ainsi que T' en fonction de U, R et T. Ok ? Donc petit 2, A, exprimer la vitesse V' d'une particule mesurée dans le référentiel R' en fonction de U et de la vitesse V de cette même particule mesurée dans le référentiel grand R. B, simplifier la relation absolue lorsque U, donc la vitesse de déplacement de notre référentiel, est très faible devant la vitesse de la lumière. 3. Application. À l'instant t égale 0, un pion au repos au point A de coordonnées x égale moins 1, y égale z égale 0, du référentiel grand R du laboratoire se désintègre en un muon et un neutrino. Le neutrino obtenu est émis à la vitesse c dans grand R suivant l'axe OX. On nous demande de déterminer dans R', dont la vitesse u de module, dont on nous donne le module u qui est égal à c fois racine de 3/2, fait l'angle alpha égale 60 degrés, donc pi sur 3 radians, avec l'axe OX. Donc petit a, les coordonnées x', y', z', t' de l'événement, désintégration du pion, donc à déterminer. Et ensuite petit b, les composantes v'x, v'y, v'z de la vitesse v' du neutrino et de la direction d'émission du neutrino par rapport à u. On nous demande finalement de vérifier que v' égale c. Donc vous avez mis, je pense, pause sur l'énoncé, vous avez résolu de votre côté, vous avez cherché une solution, et donc maintenant on va voir la correction. Donc je vais représenter ici donc sur ce diagramme en noir notre référentiel de départ grand R et en bleu notre référentiel R', qui se déplace à la vitesse U, d'accord, par rapport à notre référentiel grand R. Alors, dans le référentiel de référence, un point M va être exprimé par son quadrivecteur. Alors là, je ne sais pas bien CT, on va dire que c'est un quadrivecteur, il n'y a pas le CT'. Ok, M par ses coordonnées spatio-temporelles x, y, z, t, et M' par ses coordonnées spatio-temporelles x', y', z', t'. Autrement dit, c'est égal au vecteur R', t. Ok. Donc, pourquoi j'ai mis parallèle à U là? Bon, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est simplement l'application donc de la transformée de Lorentz. On est dans le cadre d'un référentiel R' en mouvement de rectiligne uniforme par rapport au référentiel grand R, et donc on applique tout simplement la transformation de Lorentz qui nous dit que donc ça c'est une transformation de Lorentz inversée. Ok, bon. Donc vous pouvez exprimer indifféremment en fait les coordonnées spatio-temporelles de votre référentiel R par rapport à R' avec la lorentzienne moins 1 et par rapport à R' ou vice versa. Voilà. Donc en fait on a donc x, y, z, t, ici on a choisi d'exprimer R en fonction de R'. Comme étant égal à la lorentzienne composée donc des coefficients pour la première colonne gamma 0, 0 et bêta gamma 0, 1, 0, 0, 0, 1 donc sur la deuxième colonne. Bon voilà, vous savez le lire. Simplement, si vous voulez avoir la composante de x, vous faites de x, vous faites le produit de la première ligne de la matrice, donc celle-ci, donc gamma 0, 0, gamma, bêta gamma, par donc le vecteur colonne. Autrement dit, x va être égal à gamma fois x', plus 0 fois y', plus 0 fois z', plus bêta gamma fois ct'. Je rappelle donc que bêta c'est égal au rapport v sur c, et que gamma c'est 1 sur racine de 1 moins bêta carré. Alors, toutes les directions orthogonales à la direction de propagation ne subissent aucune transformation. En effet, donc effectivement, on a une translation dans le plan x au... en fait, non,
pas représenter le bon, là c'est dans le plan X ou Y en fait la translation. Bien, et en fait donc il n'y a aucune transformation suivant Lorentz. La transformation est uniquement suivant le mouvement rectiligne uniforme de R' par rapport à R. Alors, R parallèle, donc on va décomposer notre vecteur R, en fait, en un vecteur, en une somme vectorielle d'un vecteur qui est parallèle, donc parallèle à U, donc la déplacement de notre référentiel A', et d'un vecteur qu'on va appeler R orthogonal, qui va être orthogonal au vecteur U, d'accord? Donc, à ce moment-là, donc on a R', on va avoir donc R qui s'exprime sous cette forme, et on va avoir R' pour notre nouveau référentiel qui va s'exprimer sous la forme R' parallèle plus R orthogonal parallèle, d'accord? C'est une décomposition élémentaire. Donc, notre lorentzienne va s'écrire, donc on va donc écrire notre matrice de transformation de notre quadrivecteur. Cette fois-ci, on passe en coordonnées de quadrivecteur. On a effectivement la coordonnée CT' de notre quadrivecteur qui nous dit que c'est bien le quadrivecteur, c'est la coordonnée spatiale, c'est la coordonnée temporelle de notre quadrivecteur. Et on a pour notre coordonnée spatiale de notre quadrivecteur R' et R orthogonal prime. Donc, on applique la lorentzienne, donc en prenant bien en compte les éléments des données de notre problème qu'on applique à notre lorentzienne qu'on connaît sur le bout des doigts. Et on obtient donc que R' parallèle va être égal à gamma R parallèle plus 0 fois orthogonal, d'accord, moins gamma U sur C multiplié par CT. Donc, on a du C au dénominateur, le C va se simplifier. Donc, on va obtenir cette forme-là. Donc, on sait que dans le référentiel perpendiculaire à ma translation, il ne se passe rien. Donc, je suis redondant. Donc, ça, je vous l'ai déjà dit. C'est important donc de le comprendre. R orthogonal, donc effectivement deux composantes cachées derrière. Donc, puisque R' c'est R parallèle prime plus R orthogonal prime. Et R parallèle prime, en fait, si vous appliquez donc la lorentzienne, c'est le calcul que je vous ai fait ici. R parallèle prime, c'est donc le produit de cette ligne-là, la première ligne de la lorentzienne, par notre vecteur colonne, qui représente le quadrivecteur dans les coordonnées spatio-temporelles exprimées dans R. Donc c'est gamma fois R parallèle, plus moins gamma U sur C fois CT. C se simplifie. Donc on obtient ceci, plus donc R', R' orthogonal. Et on remarque effectivement que R orthogonal, c'est R' orthogonal, d'accord? Puisqu'effectivement, on a une translation uniforme suivant un plan, donc la projection suivant de ce vecteur U suivant la direction orthogonale à U, ben, c'est la même. D'ailleurs, en l'occurrence, c'est 0. Enfin, voilà. Pas 0, mais orthogonale à U, ok? Donc, on peut le réécrire en tenant compte spécifiquement de l'angle alpha que fait notre vecteur U avec le système de coordonnées des axes dx. Autrement dit, la projection de U sur X, c'est U cos alpha, et la projection de U sur Z, ça va être U sinus alpha. Ok? Donc, on a simplement réécrit notre lorentzienne en tenant compte donc de cette projection de coordonnées suivant X, Y, Z. D'accord? Donc, cas simple, effectivement, on doit retrouver pour alpha égale 0 notre cas de cours de la transformée de Lorentz, où on a effectivement R' qui est en translation rectiligne par rapport à R suivant l'axe des X. Ok, donc en fait, c'est tout simplement un jeu de réécriture qui nous permet de retrouver lorsque alpha égale 0. On obtient bien ici que ce terme, c'est égal à cos alpha qui vaut 1, et sinus alpha, c'est 0. Donc on a ces deux termes-là qui sont à 0, et on a bien du moins gamma U et du gamma U dans notre lorentzienne. Donc on retrouve les formules de cours pour une translation rectiligne uniforme, d'accord? Donc on réécrit donc cette équation matricielle, en fait on la transforme en une équation vectorielle, donc on l'exécute et on obtient que R' parallèle est égal à gamma, notre facteur gamma qui est effectivement le facteur de l'énoncé. J'ai mis un petit gamma, mais dans l'énoncé c'était un grand gamma, bon c'est pareil, c'est 1 sur racine de 1 moins bêta au carré, je vous le rappelle, avec bêta qui est égal à U sur C. Donc, fois le vecteur R parallèle, moins gamma U, vecteur U fois le temps. Donc, on a R' orthogonal qui est égal à R orthogonal, et on a T', donc notre nouvelle coordonnée temporelle dans notre nouveau référentiel. C'est ça qui est fantastique avec la relativité restreinte d'Einstein, c'est qu'on a effectivement on a un temps, on a une dilatation des longueurs et une dilatation temporelle, d'accord? Donc l'espace-temps, c'est quelque chose de l'espace-temps, quelque chose d'absolu en soi, non pas l'espace, pas le temps, mais on a
un temps propre, on va avoir des systèmes de référentiels spatio-temporels différents suivant les systèmes de coordonnées, les référentiels inertiels. D'accord? Alors, on va utiliser, puisqu'en fait la question c'était d'exprimer, je rappelle la question du problème, que vous devez avoir bien en mémoire, c'était effectivement d'exprimer donc R', le vecteur, donc en fonction de T', U, R et T. Donc pour pouvoir exprimer ce vecteur en fonction de U, R et T, il nous faut exprimer ceci sous forme vectorielle en fait, d'accord? Donc en fait, il y a une petite astuce qui consiste à faire apparaître R étoile et R parallèle et le soustraire de manière à former la composante R, d'accord, qui est demandée dans l'énoncé. Bon, c'est une petite astuce, il fallait la comprendre, c'était pas évident. Et donc, en rajoutant artificiellement R étoile, R parallèle et en le soustrayant, on peut faire apparaître notre vecteur R dans notre transformation de Lorentz. D'accord? Donc on va le faire apparaître suivant ce jeu de cette réécriture, hein, puisque effectivement j'ai simplement réécrit ce système d'équation en une équation vectorielle. Donc R' va être égal à ceci. Ok, j'ai factorisé par gamma là où il y avait à factoriser, puisqu'on a fait introduire R étoile. Donc R' est égal à ceci, qui va être égal à vecteur R plus gamma moins 1 R parallèle moins gamma U fois le temps. Alors, là, il y a aussi effectivement une autre petite astuce pour comprendre, pour pouvoir faire apparaître des produits scalaires. On peut réécrire R parallèle. R parallèle, c'est tout simplement le produit scalaire de R par U, d'accord? Et ça va nous donner la valeur parallèle de R, donc parallèle au vecteur U. On va le diviser par la norme de U pour avoir quelque chose qui a la dimension de R parallèle, hein, en module, qu'on va multiplier par le vecteur unitaire, qui est la direction, effectivement, parallèle sur laquelle on va projeter. Donc c'est le vecteur U sur la norme de U. Okay, ça, c'est un jeu de réécriture mathématique qu'on connaît depuis, je ne vais pas dire l'élémentaire, mais voilà, qui est utilisé dans beaucoup d'exercices, dans beaucoup de transformations. Et on va ici l'utiliser pour obtenir finalement la réponse à notre question. Autrement dit, on va exprimer R' en fonction de R, gamma, petit u et t. Et donc, on a une égalité vectorielle qui fait intervenir le scalaire qui est le facteur de Lorentz, gamma, qui fait intervenir donc les coordonnées spatiales de notre ancien référentiel, et effectivement la projection du vecteur de déplacement de R' par rapport à R. Autrement dit, R' en vecteur, ça va être égal à R, plus gamma moins 1 fois U scalaire R sur U au carré. U n'est pas normé, hein, d'accord, moins gamma T, d'accord, le taux appliqué au vecteur U. Donc ceci, U scalaire R, c'est bien un scalaire, on a bien un scalaire par un scalaire, c'est un scalaire, auquel on soustrait un scalaire. Un scalaire fois un vecteur, c'est un vecteur, on additionne deux vecteurs, on est assez homogène, hein, d'accord. C'est des petites choses qui sont à vérifier quand on fait des calculs rapidement, quand on est, je sais pas, en sujet de concours, d'examen, ou... Bon, bref, c'est peut-être que vous faites cet exercice tranquillement pour le plaisir, ça peut arriver aussi. Donc, bon, voilà. Mais c'est toujours intéressant quand on arrive à un résultat de calcul, derrière, de se reprendre et de regarder un petit peu une vue de dessus de ce qu'on écrit. Et l'analyse dimensionnelle en physique est toujours intéressante. Ça permet de prendre du recul et parfois de voir quelques erreurs de calcul, de notation. Voilà, ça peut arriver de multiplier au lieu d'avoir un produit scalaire, on multiplie par un vecteur et il y a une homogénéité, ça permet de comprendre, de rattraper rapidement d'éventuelles erreurs pas de raisonnement, de calcul, d'inattention, on va dire. Voilà. Et T', effectivement, se transforme avec notre transformée de Lorentzienne comme étant T', donc le temps exprimé dans R', va être égal à gamma fois T moins U scalaire R sur C au carré. Bien. Ensuite, on nous demande d'exprimer V' en fonction de ces mêmes éléments. Ben, en fait, le vecteur V', ça va être la dérivée de R' par rapport à dt'. dt' étant le temps mesuré dans l'intervalle de temps infinitésimal mesuré dans le système du référentiel R'. dt', en fait, la transformation de Lorentz, c'est une transformation linéaire. Autrement dit, puisqu'on a cette égalité vectorielle, on a aussi l'égalité entre les durées, d'accord, entre les durées temporelles et entre les longueurs. Donc on peut considérer un dr' comme étant égal à un dr plus gamma moins 1 u scalaire dr sur u carré moins gamma t de u, ok. Et de même, comme on a t' qui est égal à gamma t moins u scalaire r sur c carré, on peut considérer la quantité infinitésimale de temps dt' comme étant égale à gamma fois dt moins u scalaire r sur c2.
Autrement dit, on a ça, on a un dr' au numérateur et un dt' au dénominateur. On le met sous cette forme-là et on obtient donc que v' est égal à dr'. Pardon, donc v' est égal à dr' sur dt', donc qui est égal à dr plus gamma moins 1 u scalaire dr sur u carré moins gamma dt u, d'accord, sur gamma, le facteur de Lorentz, dt moins u scalaire dr sur c carré. Vitesse de la lumière, coefficient facteur de Lorentz. Je rappelle ici que quand on a une fonction de deux variables, par exemple la fonction f est fonction des variables d'espace R et de temporel t, on peut exprimer la différentielle de f en fonction des deux dérivées partielles, d'accord. Donc comme étant la différentielle de f qui est égale à la dérivée partielle de f par rapport à r dr, plus la dérivée partielle de f par rapport au temps dt, ok. Donc on obtient, donc comme on va sortir au dénominateur dt, on va le mettre en facteur de manière à faire intervenir la vitesse qui nous intéresse, qui est la vitesse originale dans le référentiel r, autrement dit dr sur dt, puisqu'on veut exprimer v' en fonction de v. D'accord, on va exprimer la vitesse dans notre nouveau référentiel en fonction de la vitesse dans le référentiel inertiel originel. Donc on va sortir dt au dénominateur, d'accord. Et donc, on va le passer en haut. On va avoir donc du dr sur dt, donc v' qui va être dr sur dt, plus gamma moins 1 u scalaire v, puisque le dr, d'accord, on a factorisé, on a fait sortir le dt, moins gamma, tout sur u, et au dénominateur, puisqu'on a rentré le dt au dénominateur, on va avoir simplement du gamma facteur de 1 moins, donc u scalaire. Scalaire quoi? Scalaire dr sur dt, mais dr sur dt c'est quoi? C'est v, donc sur c2, ok. Donc on a bien exprimé v', dans le nouveau référentiel en utilisant la transformée de Lorentz. Et donc, V' s'exprime en fonction de tous ces éléments-là, ok, en relativité restreinte. Donc, la transformation de la générale de la vitesse est la suivante, ok. Donc, V' égale V plus gamma moins 1 U scalaire V sur U au carré, moins gamma tout donc, du vecteur U, sur gamma 1 moins U scalaire V sur C carré. Donc, je vous mets à parier qu'on va nous demander ce qui se passe pour des petites vitesses, autrement dit ce qui se passe lorsque U est très petit devant V. Et d'ailleurs, ça va nous aider très souvent dans les calculs pour comprendre si on retrouve des transformations connues. Ok. Alors, effectivement, je note ici aussi, voilà, c'est ce qu'on a fait pour le terme du haut. On a fait d rond f sur d rond r qui est égal à 1 plus gamma moins 1 fois u sur u carré fois u. Ok. Donc, maintenant, que se passe-t-il pour des vitesses en fait de déplacement de notre référentiel R' très faible devant la vitesse de la lumière? En fait, si U est très petit devant C, le rapport U sur C est très petit devant 1, et donc comme U sur C c'est égal à bêta, bêta est très petit devant 1. Et gamma, qui je vous le rappelle est égal à 1 sur la racine de 1 moins bêta carré, autrement dit, lorsque bêta est très petit devant 1, lorsque vous soustrayez quelque chose de très petit à 1, vous obtenez du 1. Donc on va avoir du gamma qui va être proche de 1 sur racine de 1, c'est 1. Donc gamma va tendre vers 1. Ok. Je l'ai réexpliqué là. Gamma est égal à 1 sur racine de 1 moins b carré tend vers très petit devant 1, donc c'est quasiment 0. Hein, donc on a du 1 sur racine de 1, ça fait du 1. À ce moment-là, on va pouvoir mettre v' sous la forme, alors au numérateur, je vous le fais voir, donc au dominateur, en fait, gamma, ça va être proche de 1, donc gamma moins 1, ça va être proche de 0. Donc ce terme-là, on va le shortlister, et il va nous rester du moins gamma u. Ok. Et pour le dénominateur, on va laisser dans un premier temps sous cette forme-là, gamma de 1 moins u scalaire v sur c2, mais comme u scalaire v sur c2, comme u est très petit devant c, on a du 1 moins x au dénominateur, on va faire un développement limité à l'ordre 1, et vous connaissez tous par cœur votre développement limité à l'ordre 1 de 1 sur 1 moins x. 1 sur 1 moins x pour x très petit, d'accord, pour x infinitésimal, on peut l'approximer comme 1 plus x. D'ailleurs, vous savez tous par cœur que 1 moins x au carré, c'est 1 moins x facteur de 1 plus x, d'accord. Donc on a même des identités remarquables, on connaît ce terme-là, d'accord. Donc ça, c'est un développement à l'ordre 1 en x pour x très petit. Donc on va l'utiliser ici en posant x égale u scalaire v sur c au carré, d'accord. Et on fait un développement limité. Autrement dit, donc le 1 sur 1 moins u scalaire v sur c au carré, ça va devenir à 1 plus u scalaire v sur c au carré qui sera un terme correctif. Ok. Donc ce terme-là va devenir, donc v moins u, on n'y touche pas, et 1 sur 1 moins u scalaire v sur c carré,
est égal à 1 plus u scalaire v sur c carré en termes correctifs. Ok, on va distribuer le v moins u, hein, puisqu'on a une identité, on a un produit de facteurs de deux vecteurs. On distribue v moins u, donc ça va être égal sensiblement à v moins u, plus, en fait, v moins u, d'accord, j'ai mis v, pourquoi? Parce que u est très petit devant v, donc on va le négliger vectoriellement également, hein, pas simplement d'un point de vue scalaire, module, et donc v moins u, facteur de u scalaire v moins, sur c2, ça va être sensiblement égal à v fois u scalaire v sur c2, d'accord? Là, c'est un vecteur qu'on multiplie par un scalaire, je vous rappelle, ça c'est un scalaire. Donc, on a effectivement l'identité lorsque u est très petit devant 1, c'est ce que demandait en fait l'énoncé, que v', donc la vitesse exprimée dans le référentiel R', est sensiblement égale à v moins u, et là on retrouve la transformation galiléenne, d'accord, plus un terme correctif du premier ordre. Donc v plus un petit vecteur vitesse qui est corrigé par un u scalaire v sur c2, qui est un u scalaire v sur c2 qui est très petit, puisque c c'est la vitesse de la lumière, et et on a donc v qui est très petit devant c, hein, ok. Donc on a un événement, alors maintenant on nous demande, c'est l'histoire du pion et de la désintégration, donc on va faire une application, je dirais, numérique dans cet exercice de ces formules de passage de changement de vitesse qu'on a trouvé en relativité restreinte. Donc on nous dit qu'on a un événement qui se produit au point de coordonnées, donc je l'ai exprimé ici, de coordonnées moins a 0, 0, 0. Donc c'est la désintégration d'un pion. Donc un pion se désintègre en un neutrino, et on nous dit que le neutrino se désintègre, enfin ce neutrino est créé en fait suivant l'axe des x, d'accord, parallèle à l'axe des x, avec la vitesse, et il se déplace, en fait, il est éjecté, il est créé avec la vitesse de la lumière. Ok. Donc, on va nous demander que devienne notre système de coordonnées. En fait, c'est assez simple, il suffit de substituer dans notre jeu d'équations avec notre système de coordonnées. Donc, on a notre jeu d'équations ici que je rappelle, d'accord, où on a exprimé R' en fonction de R, U et gamma et T, V' également, et T' également. Écoutez, on a simplement des identités vectorielles ici, une identité vectorielle ici, une identité scalaire ici. On passe tout sous forme d'un quadrivecteur spatio-temporel, et on transforme ces égalités vectorielles avec leurs coordonnées respectives. Okay, donc on va avoir x', y', z', t', qui va être égal à x, y, z, d'accord, c'est le vecteur v, c'est le vecteur r ici par exemple, plus u. Alors u, il est projeté, je vous le rappelle, vous l'avez vu ici, u, c'est le vecteur de déplacement de r' par rapport à r, qui est indépendant du pion, puisque u fait un angle alpha avec x et y, donc il a pour coordonnées u cos alpha suivant x, et z, pardon, et u sinus alpha suivant z. Donc on va les retrouver ici. Donc voilà, donc on a notre vecteur u qui est ici, il est projeté en u cos alpha suivant x, et il est projeté suivant z. Hein. Donc il faut bien faire attention de ne pas confondre x, y et z. Donc il faut bien regarder le schéma et faire les bonnes choses, sinon on se retrouve rapidement avec des choses qui n'ont pas de sens. Donc plus quoi? Plus gamma moins 1 sur u au carré, puisque ça c'est un scalaire. On va faire le produit scalaire maintenant de u avec v. Donc u, c'est toujours pareil, c'est u cos alpha suivant x et u sinus alpha suivant y. Par quoi? Par R, pardon, le produit scalaire avec R. R, c'est un système de coordonnées dans R'. R, en fait, il s'exprime souvent x, y, z, d'accord? Auquel on va soustraire gamma t. Gamma t, il va se soustraire, voilà. Donc, je vous rappelle que le produit scalaire de u cos alpha 0, u sinus alpha par x, y, z, c'est le produit scalaire coordonnée par coordonnée. Hein. Autrement dit, c'est u cos alpha fois x, plus 0 fois y, plus u sinus alpha fois z. Et pareil pour le temps, hein, on a une identité scalaire qui fait intervenir donc un produit, une identité entre nombres scalaires, entre réels hein, d'ailleurs même, qui fait intervenir un produit scalaire. Donc le produit scalaire u scalaire r, il faut le détailler, et on le détaille ici. Hein, donc u cos alpha 0, u sinus alpha, x, y, z. Donc on met tout ça sous la forme d'un beau quadrivecteur. À gauche, on a du x', y', z', ct', qui est notre quadrivecteur exprimé dans notre quadrivecteur position exprimé dans le nouveau référentiel R'. Et donc c'est égal, donc je somme coordonnée par coordonnée tous ces termes. Donc x', on va être égal à x plus u cos alpha fois gamma moins 1
x fois cos alpha plus sinus alpha y fois gamma moins gamma t fois u. Ok? Y prime, bah, y prime est inchangé puisque ici le produit scalaire est nul, donc il y a du 0, donc y prime reste y, et z prime va être transformé en z prime est égal à z plus u sinus alpha, d'accord. Bon, après j'ai factorisé, donc vous factorisez vous-même, il y a une ligne de calcul en plus, hein. Vous la faites au brouillon, cette ligne de calcul. Donc sinus alpha gamma moins 1 cos alpha x plus sinus alpha y moins u, donc le module du vecteur vitesse, d'accord, qui n'est pas considéré donc vectoriellement, parce qu'ici on a une scalaire, fois gamma, facteur de Lorentz, fois le temps. Et ct', donc qui va être égal à gamma ct, plus gamma u sur c cos alpha x, plus gamma u sur c sinus alpha z, d'accord. Donc maintenant, on nous demande de faire une application numérique avec un angle alpha spécifique déterminé expérimentalement du neutrino. Je crois que alpha, on nous dit que c'est 60 degrés. 60 degrés, c'est pi sur 3 radians. Et le cosinus de pi sur 3 radians, c'est égal au sinus de pi sur 3 radians. De mémoire, c'est 1,5. Voilà. Donc ça va nous aider dans les calculs. On nous donne également la vitesse c. Donc effectivement, on nous dit que le neutrino est émis à la vitesse c dans R, dans la direction suivant l'axe des OX. Donc, lorsqu'on passe en coordonnées vitesse, quadrilateur vitesse, donc on va avoir V'X, V'Y, V'Z, d'accord. Et donc, il ne faut pas oublier donc de traduire donc vectoriellement, de manière juste, le vecteur vitesse du neutrino, d'accord. Donc, il est plus C suivant X et 0 ailleurs. Donc, plus quoi? Plus, on applique toujours cette formule-là, qu'on a calculée précédemment, donc numériquement. On a du plus, donc u cos alpha, 0 u sinus alpha, fois gamma moins 1 multiplié par donc, le produit scalaire entre le vecteur u cos alpha 0 u sinus alpha, qui est le vecteur u, d'accord, exprimé donc dans la base, en décomposition dans la base de R, sachant que u fait un angle alpha avec x et que u est contenu dans le plan x au z, ok, puisque effectivement u est contenu dans le plan x au z, sa composante suivant y, elle est nulle. Donc le produit scalaire avec ceci, ici on a du 0 avec 0, u cos alpha c et du u plus u sinus alpha 0 en produit scalaire. Ok. Donc on obtient finalement que V'x, le vecteur vitesse exprimé dans le nouveau référentiel, donc vaut en relativité restreinte V'x, V'y, V'z. Donc V'x c'est c plus u cos alpha fois gamma moins 1 c sur u cos alpha moins gamma. V'y, le vecteur vitesse est nul, hein, suivant l'axe des y dans R'. Et ce qui est logique, puisque... Pourquoi ce qui est logique? Non, ça ne saute pas aux yeux comme ça. Ok. Et V'z est égal à 0 plus u sinus alpha fois gamma moins 1 c sur u cos alpha moins gamma. Donc, divisé par notre facteur qui est ici, qui est ce facteur-là. Donc, gamma u moins, donc on fait le produit scalaire u par v. Le produit scalaire de u par v, c'est égal à u sur c cos alpha, la projection. Toutes les autres composantes sont nulles. Application numérique, on nous dit que u vaut racine de 2 sur 3 fois la vitesse de la lumière, alpha pi sur 3. Donc, v, on obtient qu'il a pour composante 0,38 fois la vitesse de la lumière en projection suivant x, et moins 0,94 vous faites l'application numérique en projection suivant z, d'accord. Donc je vous ai rappelé le schéma de l'énoncé, donc ça c'est la vitesse du neutron vue depuis le référentiel R' en mouvement. On calcule le module de cette vitesse, donc c'est Vx carré en module plus Vz carré, en direction apparente dans laquelle mon neutrino se balade dans ce référentiel. Donc cette direction, elle est donnée par la tangente de θ', qui est égale à la composante de la vitesse suivant z, divisée par la composante de la vitesse suivant x'. Vous faites le calcul, vous obtenez que θ' est à peu près égal à moins 70 degrés. Donc en fait, on va avoir l'impression que le neutrino va en descendant, puisque moins 70 degrés, Vz par rapport à Vx, ça nous fait cet angle. Par rapport, voilà, effectivement, il est émis par rapport à référentiel R, on a l'impression qu'il descend, alors qu'en fait, il est parallèle à x', mais comme x' se déplace par rapport à R, on a cette impression, en fait, voilà. Donc, je vous ai rappelé, effectivement, si vous voulez faire bien le calcul, la décomposition suivant de V'x et de V'z, d'accord, suivant les axes x', y', z', et l'angle θ' que fait le vecteur vitesse du neutrino. Voilà.
Donc on a sinus θ sur cos θ égale tangente θ prime, c'est du prime ici, égale Vz prime sur Vx prime. Voilà, connaître la direction de propagation, on fait la rotation, voilà, le ratio de Moreau-du vitesse. Voilà pour la correction de cet exercice résolu de relativité restreinte et d'application en fait, de la transformée de Lorentz.